Bonjour et bienvenue. Je vous en prie, installez-vous, vous êtes ici chez vous. Bienvenue dans l'antre du Chevalier Noir. Robert Louis Stevenson est un écrivain écossais du XIXe siècle. Souvent malade dans son enfance, sa scolarisation fut de nombreuses fois interrompue. Stevenson finit par s'intéresser à des activités solitaires et ainsi à la lecture, et particulièrement à la lecture de récits d'aventure. Sa mère, tombant également gravement malade durant sa jeunesse, il fut amené à voyager avec elle et le reste de sa famille dans une bonne partie de l'Europe à la recherche de cures de santé plus radicales. Ainsi, il eut l'opportunité de parcourir l'Angleterre, l'Allemagne, l'Autriche, l'Italie et la France. Et c'est sans doute dans cette difficulté du quotidien qu'ont germé en lui les graines du voyage, de l'aventure, mais aussi de la littérature et de l'écriture. Stevenson est notamment connu pour son roman « L'île au trésor », paru en 1883, qui fut son premier grand succès, une histoire de pirates et de trésors cachés, plusieurs fois adaptée au cinéma. Le livre est dédié à son beau-fils Lloyd Osbourne, qui lui inspira l'univers de l'île ainsi que ses mystères et son trésor. Stevenson a donc toujours été un grand voyageur et un aventurier. Il a suivi, comme le qualifierait le mythologue Joseph Campbell, son appel de l'aventure. Car la vie de Stevenson fut faite ainsi, de rebondissements et de moments de calme, de hauts et de bas, d'ascension et de chute, de succès et de tragédie. Ainsi, dans ce livre « L'esprit d'aventure », nous nous plongeons dans les réflexions de cet homme de lettres et d'action. Ce livre est en quelque sorte un recueil des petites sagesses de Stevenson, issues de ses essais et nouvelles, des réflexions mêlées à un style parfois franc, parfois imagé et parfois saupoudré de quelques pincées de sarcasme. Ce livre s'adresse donc à tous ceux à l'écoute de la sagesse d'un grand-père, à tous ceux à l'écoute de ses expériences de vie, à tous ceux qui penseront que le courage, que la vitalité, que la marche en pleine nature et que les relations humaines sont primordiaux pour l'homme. Ainsi, je vais à présent vous lire quelques passages qui m'ont réellement plu, qui m'ont interpellé et qui m'accompagnent même par moments dans mes songes du quotidien. Je vous souhaite ainsi une bonne écoute. La première réflexion porte sur le courage et la droiture. Un comportement ouvert et légèrement irréfléchi qui ne regarde pas l'avenir avec trop d'inquiétude et ne s'attarde pas avec des regrets larmoyants sur le passé est la marque de l'homme bien cuirassé pour ce monde. Un homme non seulement bien cuirassé pour lui-même, mais ami fidèle et bon citoyen par-dessus le marché. Nous ne recherchons pas la compagnie des lâches pour être traités avec délicatesse. Rien n'est plus cruel que la panique. Celui qui craint le moins pour sa propre carcasse a le plus de temps à consacrer aux autres. S'éteindre soudain comme une chandelle alors qu'on échafaude des projets ambitieux est suffisamment tragique comme ça. Mais quand un homme s'est privé de tout, toute sa vie, et à économiser le moindre sou pour la fête qui ne devait jamais avoir lieu, cela tourne à cette sorte de tragédie hystérique et pathétique qui confine que la farce. Mettre de côté son Bordeaux préféré jusqu'à ce que le lot devienne aigre n'est vraiment pas un coup de génie. Et que dire d'une cave entière, d'une existence tout entière ? Ceux qui vont à leur perte dans leur jeunesse, tout en ayant quelque chance, ne valaient sans doute, dès le départ, pas vraiment la peine d'être épargnés. Ce devaient être des individus faibles, des êtres en pâte molle et en ficelle grossière, qui n'avaient en eux ni acier, ni flamme, ni colère, ni allégresse authentique. On peut avoir de la compassion pour leurs parents, mais il n'y a pas lieu de porter leur deuil, car, pour être vraiment franc, le frère velléitaire est le pire de l'humanité. La vitalité et la jeunesse. Dès que la prudence s'est emparée de notre cerveau comme un champignon vénéneux, elle commence par s'exprimer en paralysant nos actions généreuses. La victime se met à rétrécir mentalement, elle se met à aimer les salons où règne une température constante et agit moralement sur le principe des pantoufles d'étain et du lait tiède. Être trop sage, c'est se scléroser.
L'homme qui se montre très expansif et a une bonne girouette qui vire à tout vent en guise de cerveau, qui considère la vie comme quelque chose à utiliser avec fougue et à risquer allègrement, découvre le monde sous un angle très différent, maintient son pouls à un bon rythme et se laisse emporter par son élan à mesure qu'il court, jusqu'à ce que, s'il court verser quelque chose de plus consistant qu'un feu follet, il monte en flèche et se transforme pour finir en constellation. En véritable amoureux de la vie, un homme qui a en lui quelque chose d'entreprenant et de primesautier a besoin, comme n'importe quel autre soldat dans n'importe quelle autre lutte acharnée et mortelle, de se hâter aussi vite que possible jusqu'à ce qu'il atteigne son objectif. De même que la race humaine, après des siècles de civilisation, conserve encore quelques traits de ses ancêtres barbares, de même l'homme, en tant qu'individu, n'est pas complètement débarrassé de sa jeunesse, alors qu'il est déjà vieux et honoré. Le but est la nature humaine. Ce n'est pas seulement dans les entreprises accomplies que nous devrions honorer le travail utile. De l'homme qui a l'intention de créer s'élève une âme qui survit à la fin la plus prématurée. Tous ceux qui, de tout leur cœur, ont eu l'intention de faire du bon travail, ont fait du bon travail, même s'ils sont morts avant d'avoir eu le temps d'apposer leur signature. Tout cœur qui a battu fort et joyeux a laissé après lui dans le monde un mouvement d'espoir et apporté sa pierre à l'histoire de l'humanité. La véracité quant aux sentiments éprouvés, la sincérité dans les relations, la fidélité à soi-même et à ses amis, sans jamais feindre ou falsifier une émotion, telle est la vérité qui rend l'amour possible et l'humanité heureuse. Il est aussi naturel et aussi normal pour un jeune homme d'être impatient et excessif, de descendre en piqué et de décrire des cercles, de battre des ailes dans sa cage comme tout autre être sauvage capturé de fraîche date, qu'il l'est pour les vieillards de grisonner, pour les mères d'aimer leur progéniture, ou pour les héros de mourir pour quelque chose de plus précieux que leur vie. La véritable sagesse est de vivre avec son âge et de changer de bonne grâce en fonction des circonstances. Aimer beaucoup les jouets quand on est enfant, mener une jeunesse aventureuse en tout bien, tout honneur, puis s'installer le moment venu dans une vieillesse active et souriante, c'est là tout un art de vivre qui vous rend digne de vous-même et de votre entourage. La seule chose qui ne change pas énormément, c'est la nature humaine. Les anarchistes ne sont pas de cet avis, ce qui montre clairement qu'ils n'ont pas abordé l'étude de l'histoire à la lumière de la connaissance de l'homme. Le voyage et l'aventure. C'est évident, faire des livres ou des expériences, voyager, amasser des richesses sont des activités sans fin. Nous pouvons étudier notre vie durant sans jamais en savoir autant que nous le souhaiterions. Quand nous avons découvert un continent ou traversé une chaîne de montagnes, c'est seulement pour découvrir un autre océan ou une autre plaine sur le versant opposé. Dans l'infinité de l'univers, il y a de la place pour notre zèle le plus empressé, et ce n'est pas la place qui manque. Garder les mêmes opinions à 40 ans qu'à 20 ans, c'est avoir dormi pendant 20 ans. Le danger, le goût d'entreprendre, l'espoir, le nouveau, l'aléatoire sont plus chers à l'homme que les repas réguliers. Ce n'est pas ce qu'il pense quand il a faim, mais c'est ce qu'il se remet à penser dès qu'il a le ventre plein. Les péripéties du mariage. Le mariage est terrifiant, mais une vieillesse glacée et solitaire ne l'est pas moins. Mais le mariage, s'il est confortable, n'a rien d'héroïque. Il réduit et abat sans aucun doute le courage des hommes généreux. Dans le mariage, un homme devient mou et égoïste et subit une dégénérescence graisseuse de son être moral. L'atmosphère du foyer dessèche complètement tous les nobles enthousiasmes, latents dans le cœur de l'homme. 20 ans plus tôt, cet homme avait d'égales dispositions pour le crime ou l'héroïsme. À présent, il n'est plus capable d'aucun des deux. Son âme est endormie et vous pouvez parler sans retenue. Vous ne le réveillerez pas. Ce n'est pas pour rien que Don Quichotte était célibataire et Marc Aurèle mal marié. Il est préférable d'affronter la réalité et de savoir, lorsque vous vous mariez, que vous accueillez dans votre vie un être qui a autant de faiblesses, sinon les mêmes, que vous, et que son faible cœur ne bat pas de façon plus harmonieuse que le vôtre. Les défauts du couple encouragent sans relâche l'un et l'autre, à tout instant, à faire mieux, à se rencontrer et à s'aimer sur un plan plus élevé.
Et toujours, entre les échecs, ils auront pour les encourager et les consoler la vision fugitive de douces vertus. L'amitié. Pour tout ce qui a trait à la nourriture et à la boisson, aux amis, au climat et aux manières de vivre, il faut rechercher une communauté de goût. Il serait pénible, par exemple, de partager le gîte et le couvert avec un lefto ou un végétarien. Les anciens. Les sages du temps jadis érigeaient des statues de leur divinité et jouaient leur rôle dans la vie sous les yeux de marbre. Un dieu les regardait à table et se trouvait à leur chevet le matin au réveil, et partout dans leurs villes antiques, là où ils faisaient du commerce, jouaient de la flûte ou s'adonnaient à la lutte, se dressaient quelques symboles de ces choses qui dépassent l'homme. C'étaient là les leçons, transmises dans le dialecte paisible de l'art, qui racontaient leur histoire fidèlement, mais avec bienveillance. Au fur et à mesure que nous vieillissons, une sorte de train-train régulier de nos émotions remplace les violents soubresauts de la passion et de la révolte. La même influence qui limite nos espérances apaise nos appréhensions. Si les plaisirs sont moins intenses, les soucis sont plus doux et plus supportables. La marche et la contemplation. La nature s'impose aux humains avec un art très insinuant. Le plus affairé des hommes reste parfois en arrêt devant un coucher de soleil sublime. Et, aussi pacifique ou insensible que vous soyez, vous serez malgré vous gagné par l'émotion à la lecture de batailles bien menées ou à la vue d'un couple amoureux sur le chemin. Pour être appréciée à sa juste valeur, une randonnée pédestre devrait être entreprise seule. La marche à plusieurs ou même à deux n'a plus de la randonnée que le nom. C'est quelque chose d'autre, qui ressemble à un pique-nique. Une randonnée pédestre devrait être entreprise seule parce que la liberté en est l'essence, parce qu'on devrait être à même de s'arrêter ou repartir, suivre ce chemin-ci ou celui-là, au gré de sa fantaisie, et parce qu'on doit marcher à son rythme et non trotter aux côtés d'un champion de course à pied ni se traîner à une allure de jeune fille. Et puis, on doit être prêt à toutes les impressions et laisser ses pensées s'imprégner des couleurs de ce que l'on voit. Je reprendrai les mots de Hazlitt. Je ne vois pas l'intérêt de marcher et de parler en même temps. Il ne devrait y avoir aucun caquetage à nos côtés, qui détonne avec le silence méditatif du matin. Et tant qu'un homme discute d'un sujet ou d'un autre, il est incapable de se laisser aller à cette griserie subtile que procure la marche au grand air, qui commence dans une sorte d'éblouissement et d'engourdissement du cerveau et s'achève dans un état de sérénité qui dépasse l'entendement. Enfin, avant que cette émission se termine, et j'espère que ces passages vous auront plu jusqu'ici, je souhaiterais conclure avec une ultime réflexion de Robert Louis Stevenson. Le but de la vie n'est pas le même pour tous les individus, ni à toutes les époques. Il a cependant une base commune. Ce qui attire et retient son attention, voilà ce que l'homme recherche et veut posséder. Des repas réguliers et un logement à l'abri des intempéries ne rempliront pas cet office longtemps. Jouer au sens le plus large, c'est-à-dire se créer artificiellement des sensations au moyen de tous les jeux et de tous les arts, l'aidera beaucoup, c'est certain, à rester un être conscient. Mais, à la longue, il désirera ardemment retrouver le réel. L'étude ou l'expérimentation, pour quelques rares natures privilégiées, est le passe-temps de toute une vie. Ce sont là des natures enviables, les gens contraints par la maladie de rester chez eux les jalousent souvent avec amertume. Mais l'homme moyen ne peut vivre longtemps à de telles hauteurs. Ses pieds lui démangent de partir à l'aventure. Son sang bout dans l'attente des dangers physiques, des plaisirs et des triomphes. Son imagination, qui recherche du nouveau, ne peut plus continuer à le chercher dans les livres ou les tubes à essai, mais désire le trouver sur le vivant théâtre du monde. L'adversité, les rebuffades, les lueurs d'espoir, le choc des contretemps, la lutte acharnée contre les obstacles, voilà le véritable élixir de toutes les âmes pleines de vie. Voilà ce que tous recherchent dans leurs entreprises romantiques, aussi bien que dans leurs divertissements terre-à-terre. C'est vieux comme Robinson Crusoe, vieux comme l'humanité. Notre race n'a pas été, à travers toutes ces époques, passée à ce tamis des dangers que nous appelons la sélection naturelle, pour s'installer avec patience dans une sécurité fastidieuse. Les voix des ancêtres l'invitent à aller de l'avant.
cette émission touche à sa fin. J'espère que vous l'aurez appréciée. N'hésitez pas à supporter mon travail, à aimer cette vidéo, à la partager, à commenter dans la section prévue à cet effet. C'est important, vraiment. Merci pour votre loyauté, merci pour votre engagement et à très bientôt. C'était pour vous servir, le Chevalier Noir.